Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 janvier 2016, nous sommes encore dans la période des vœux. Si vous n'étiez pas hier avec nous, je vous présente encore des vœux. D'ailleurs, on aura l'occasion tout à l'heure d'entendre un peu les bonnes résolutions des Guadeloupéens, puisque un micro-trottoir a été réalisé par l'équipe de Canal 10 ce matin. On parlera aussi des policiers antillais qui se trouvent en France, là-bas, qui vivent Vigipirate, la situation particulièrement difficile, demandent davantage de moyens. En tout cas, c'est le reportage de Maurice Essé qu'on verra tout à l'heure. Et puis, vous le savez sans doute aussi, le quotidien France Antilles, qui a quelques difficultés, a augmenté son prix de plus 10 centimes. On parlera tout à l'heure de cette opération. Sinon, on recevra, comme chaque semaine, chaque mardi, Karine pour sa rubrique, sa chronique Innovation. Et aujourd'hui, notre invité, notre principal invité, unique invité aujourd'hui, mais on va reprendre progressivement nos bonnes habitudes. C'est Rosan Mounier, observateur attentif de la vie sociale, économique et politique de la Guadeloupe. Nous avons l'habitude de le recevoir. Nous avions pris mot avant les élections, avant les dernières élections. Et voilà donc Rosan Mounier avec nous. Bonjour Rosan. Bonjour. Alors je vous présente au nom de l'équipe de Canal 10 et du ZCL nos vœux et meilleurs pour cette année, pour vous et pour votre famille en tout cas. Je vous remercie. Et puis moi de même, et surtout je présente mes vœux pour vos auditeurs fidèles sur Canal 10, une télé qui n'a pas de complexe et qui parle. Ce sont les Guadeloupéens qui parlent au Guadeloupéen. Tout à fait, et au-delà même, puisqu'on nous voit en Martinique, en Guyane et à Paris en ce moment. Alors, Rosan Mounier, on va rapidement, mais on ne va pas centrer l'interview, la rencontre aujourd'hui, sur le politique. On va parler d'abord de l'économique, mais enfin, il faut quand même faire un petit rapide bilan de ces dernières élections. Et puis aussi, on parlera un peu de ce rebondissement un petit peu inattendu, mais enfin, c'est inattendu. Je veux parler de l'affaire de la Coupe Davis. Comment vous avez perçu ces dernières élections et puis la première petite mise en place de l'équipe Chalus? Bien, d'abord, je pense que ces élections ont apporté un changement qui était attendu et espéré. Et ça va simplement apporter, au-delà du projet politique, ça va apporter de l'oxygène dans la vie politique. On avait le sentiment que depuis une dizaine d'années, il y avait une sorte de confiscation du pouvoir. Et la Guadeloupe vivait une situation où la démocratie était complètement absente. Donc ça, c'est déjà une première chose. Pour le reste, maintenant, c'est comme on dit, wait and see. Oui. L'équipe a été élue sur un projet. Je pense que c'est une victoire d'une approche du territoire et de la proximité contre un système complètement institutionnel, c'est-à-dire de confiscation des institutions régionales, départementales et de mise sous tutelle des autres institutions locales, maires et communautés d'agglo. Donc je crois que le peuple a parlé, il a dit, bon, d'accord pour les institutions, mais la démocratie, ce n'est pas que ça. La démocratie, c'est le peuple qui s'exprime et qui prend ses décisions. Alors évidemment, cette équipe arrive au pouvoir avec plein d'ambition. Ces engagements sont clairement exprimés dans le programme qui a été développé en proximité, dans ce qu'ils ont appelé les projets de territoire. En arrivant, évidemment, il fallait s'attendre à ce que la planche soit savonnée. Oui. Et ça, le premier accroc, ça a été la question. D'abord, personnellement, je pense que beaucoup de Guadeloupéens considèrent que le fait d'organiser la Coupe Davis en Guadeloupe, c'est une façon de faire parler de la Guadeloupe. Un peu comme la route du Rhum. Un peu comme la route du Rhum. Alors, on peut faire le bilan de la route du Rhum. Oui. Depuis pratiquement une trentaine d'années que ça existe, sinon un peu plus ou un peu moins. Oui, un peu près. Concrètement, que ça a apporté au tourisme, à l'économie d'une manière générale. Alors, du côté de la CCI, on vous dit que le nombre de rotations d'avions augmente chaque fois, qu'après, il y a des retombées économiques. Enfin, bon, c'est le langage habituel. Mais dans les rotations d'avions, ce qu'on compte, on compte beaucoup également les croisiéristes qui débarquent à l'aéroport, qui prennent le bus et qui vont prendre le bateau et qui partent faire une semaine dans la Caraïbe, qui reviennent, qui prennent le bus et qui reprennent le bateau. Oui. OK? Donc, ça, c'est... Passagers en transit, en fait. Passagers en transit. Oui. OK? Donc, concrètement, ça n'apporte pas grand-chose économiquement, sauf que ça coûte. Alors, évidemment,
il ne s'agit pas de ne pas respecter un engagement pris par une institution. C'est difficile de défaire les choses à si peu de temps. Mais je dis que c'est de l'irresponsabilité et c'est une absence de vision du pays. Parce que précisément, les questions comme le sport peut être un levier économique considérable. Mais cela doit être fait à travers une politique réfléchie. On ne fait pas un coup à la veille des élections, ok? Donc pour justement essayer de passer dans les médias, d'occuper la une un peu partout et de faire croire qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire. Je crois que de toute façon, on sera là pour vérifier les retombées. Moi, je considère, a priori, il s'agira peut-être de limiter la casse, mais je ne vois pas en quoi cette organisation peut apporter un plus pour le développement économique de la Guadeloupe et particulièrement en ce qui concerne le développement touristique. Par ailleurs, la qualité même et le nombre des hébergements disponibles pour un tel événement pose problème. Alors, il faut rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, le Vélodrome dispose de 2000 places assises et qu'il est prévu de recevoir 8000 personnes. C'est M. Chalus qui l'a dit lors de sa conférence de presse. Oui. Alors, la question... Alors, je sais, au moment où nous parlons, que tous les gîtes sont déjà retenus. Les places d'hôtel, bien sûr, il n'y en a plus. Alors, est-ce que les 6000 personnes supplémentaires auront la possibilité d'assister à cette ouverture de la Coupe Davis en Guadeloupe? That is the question, parce qu'il faut, a dit M. Chalus, l'homologation du gouvernement français, enfin du ministère des Sports en tout cas, pour autoriser le Vélodrome à accueillir 6000 personnes de plus. De plus. Oui. Ben, peut-être que les 6000 personnes, ce sont les 6000 Guadeloupéens qui vont encore verser de l'argent qui sortira d'ici pour partir dans les caisses de la Fédération française de tennis. Oui. Et dernier souci, M. Chalus a annoncé donc la région allait abonder dans le sens des 1,5 million prévus, mais que le coût global de la manifestation serait aux environs de 3 millions. 3 millions et quelques. 3 millions et des poussières, et que l'État s'engagerait, ou s'est engagé, à verser ces 3 millions. Il faut rappeler qu'en 2009, l'État s'était engagé dans l'affaire Binot, enfin dans le... Oui, l'État s'était engagé pour débloquer 5 millions de francs, oui. Même pas 50 millions de 50 francs millions, oui. pour l'emploi des jeunes. Pour l'emploi des jeunes qu'on n'a pas vu. Alors, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, de ces 3 millions, après cette ouverture de la Coupe Davis, on les verra. Mais enfin, en tout cas, nous serons attentifs à cette affaire et puis nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir. Alors en termes de retombées, alors les retombées ne peuvent qu'être médiatiques, c'est-à-dire qu'effectivement pendant 2 ou 3 jours, les télévisions du monde verront la Guadeloupe. Tout à fait. Verront la Guadeloupe, comme on voit la Guadeloupe. Mais enfin, je pose la question. Entre voir et acheter, c'est oui, deux choses différentes. différentes. Je pose une question qui est peut-être un petit peu particulière. À l'époque du LKP, on a beaucoup vu la Guadeloupe aussi. Bien sûr. Toutes les télévisions du monde. Toutes les télévisions du monde ont vu la Guadeloupe. Oui. Bon, on a bien vu évidemment que la Guadeloupe n'est pas un pays que l'on ignore aujourd'hui. Je crois que la Guadeloupe est connue. Maintenant, entre parler d'un pays et faire la promotion réelle du pays, il faut qu'il y ait quelque chose à offrir et à vendre. Tout à fait. Pour le moment, le secteur touristique est complètement moribond. Oui, oui. Okay. L'hôtellerie de qualité, c'est-à-dire de haut de gamme, qui peut accueillir une clientèle, parce qu'accueillir une clientèle telle qu'on la connaît aujourd'hui, un peu ce que Jean-François Ozan appelait sac au dos, ce sont des gens qui viennent, mais qui ne dépensent pas grand-chose. Sans compter que la clientèle touristique en Guadeloupe, elle est à plus de 80% franco-française. Franco-française et une clientèle, disons, de classe moyenne, voire même de petites gens. Même en deçà. Qui font des économies pendant 1 an pour arriver ici et qui font leurs courses essentiellement dans les Ecomax et les Leader Price
et qui ne font pas marcher la restauration, ne font pas marcher les taxis, ils prennent le bus, etc. Donc, c'est vraiment un tourisme qui n'apporte pas grand-chose pour le moment. Il faut repenser véritablement le tourisme. Je crois que c'est un axe de travail très important, à savoir quel type de tourisme pouvons-nous développer, quel type d'hébergement. Mais le tourisme, ce n'est pas que l'hôtellerie et l'hébergement d'une manière générale, c'est tout l'arrière-pays, c'est la production, c'est la culture, c'est l'environnement, c'est un certain nombre d'éléments de ce type qu'il faut véritablement valoriser de manière à ce qu'on puisse offrir des prestations qui soient des prestations de qualité. Quand on regarde par exemple ce qu'on propose comme excursion en Guadeloupe, c'est pas grand-chose. Par rapport à ce que l'on voit dans les autres pays. D'une manière générale, lorsqu'on accueille des touristes, il faut bien entendu des sites, il faut une organisation économique. Quand on visite un pays comme juste à côté de nous, Antigua, oui, par exemple, quand on va à Saint-Kitts un peu plus loin, ou même à la Dominique, quand on arrive, on voit qu'on est dans un pays où le tourisme est une activité de plein exercice. D'entrée, à la fois, pas simplement le problème de l'accueil, mais ce qu'on trouve également comme offre de services, offre de produits et valorisation de l'artisanat d'art, etc. Donc, une organisation économique et une organisation territoriale pensée pour un développement touristique. Oui. Et qu'est-ce qui fait que ce tourisme dont vous parlez, dont on rêve depuis des décennies, n'a jamais réussi à voir le jour? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche ce nouveau tourisme, si on peut parler comme ça? Ah bon, en réalité, le tourisme en Guadeloupe a d'abord été une affaire des hôteliers. Oui. Et non le résultat d'une politique publique. D'une politique pensée. Les hôteliers, ce sont des exploitants qui gèrent des établissements. Oui. Et ces établissements sont des établissements montés dans le cadre de la défiscalisation. D'accord. OK? Oui. Une fois les investissements amortis, une fois les subventions d'exploitation, parce qu'il faut dire qu'il y a des subventions d'exploitation qui ont été attribuées aux hôteliers, une fois la période des subventions d'exploitation échue, on dépose le bilan, on transforme ces hôtels en résidence, en timeshare ou en résidence hôtelière ou en résidence privée. Oui, tout à fait. Ensuite, et on s'en va. Donc, il n'y a pas une pérennité de cette activité. Et aujourd'hui, par exemple, le parc hôtelier qu'on a, il est complètement vétuste. Il date des années 70, des années 80. Et les nouvelles constructions sont des constructions où on fait pratiquement uniquement des résidences hôtelières, mais pas d'hôtels, restaurants, 2 étoiles, 3 étoiles, etc., capables d'accueillir, parce que l'hôtellerie, ce n'est pas uniquement l'hébergement, c'est tout le service qui l'accompagne. Or, on n'a pas cette qualité de service, contrairement à ce qu'on trouve, par exemple, dans les îles. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en République dominicaine, même les îles de la Caraïbe anglophone, qui sont des îles même plus petites que nous. Il suffit d'aller à Barbade, par exemple. Oui, Barbade, c'est déjà un grand pays touristique, même si c'est un petit territoire. Oui. Mais je prends Saint-Kitts, je prends Antigua, je prends Sint-Maarten, où on voit véritablement qu'il y a une activité économique de plein exercice, et autour de l'hôtellerie, il y a un ensemble d'activités concomitantes, connexes, qui font que finalement, on a une véritable économie touristique qui se développe. Tandis que chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Alors, je vais vous poser la question, où vous peut-être porter une réponse. Alors, est-ce à dire que le lycée hôtelier et touristique de la Guadeloupe ne forme pas suffisamment de cadres pour la Guadeloupe qui est obligé de les exporter vers d'autres pays? Le problème, c'est que le lycée hôtelier forme des cadres. Il forme des cadres, il forme des techniciens. Et il forme des employés. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de débouchés ici. C'est ça. OK. Donc, ils ne trouvent pas de débouchés ici. Donc, ceux qui sont employés ailleurs. Alors, le deuxième problème, c'est qu'on a des gens, par exemple, qui sont formés à l'hôtellerie, mais qu'on retrouve dans le commerce. Oui. Parce que c'est là qu'ils ont trouvé du travail. Ouais. Donc, on investit
dans le développement humain pour avoir une activité qui est déqualifiée. Autrement dit, c'est de l'investissement à fond perdu. D'accord. Voilà, alors, on va venir au cœur des problèmes économiques. Alors, il y a le problème du chômage, bien sûr. Bon, personne n'a aujourd'hui la science infuse capable de réduire ce chômage. Mais est-ce que, si on disait traditionnellement que la Guadeloupe est un pays agricole, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé dans ce domaine quand vous étiez syndicaliste? Est-ce que vous avez le sentiment que l'agriculture aujourd'hui guadeloupéenne est en mesure de créer des emplois et de se pérenniser? Je ne parle même pas d'exportation. Oui, je crois que l'agriculture aujourd'hui, de par son organisation en filière, permet effectivement de créer de la valeur. Alors, cette agriculture, telle qu'elle est aujourd'hui, on a deux grandes productions. L'une qui est en déclin, c'est la banane, mais qui crée quand même une valeur ajoutée relativement importante. Et l'autre qui se stabilise, qui est la production cannière. D'ailleurs, on est en pleine renégociation, puisque vous savez, on est à la fin des quotas, c'est 2017. Oui. Donc l'année 2017, c'est une année charnière. Les négociations sont en cours avec les partenaires économiques et l'État pour renouveler, mettre en place une nouvelle convention qui prenne en compte à la fois cette fin des quotas, mais cette fin également de tous les autres aspects de la politique agricole commune, à savoir les aides, les subventions, etc. etc. Donc, le sucre, qui est le principal produit, enfin, on parle d'industrie sucrière, mais ce n'est plus de l'industrie sucrière, c'est de l'industrie sucrière et des coproduits. Puisqu'on a vu aussi bien la bagasse, la mélasse, le rhum, sont des éléments qui ont une forte valeur ajoutée. Et le sucre lui-même, indépendamment des aléas du marché mondial, le sucre que nous fabriquons, de plus en plus, devient une production de luxe. Une production de niche, notamment les sucres spéciaux qui peuvent être en quelque sorte, on n'a aucune obligation normalement de fabriquer du sucre à raffiner. On peut faire que du sucre spécial. Il y a une offensive des betteraviers depuis quelques années quand même vis-à-vis de notre sucre. Bien sûr, mais le marché, ne serait-ce que sur le marché français, dans un premier temps, le goût du sucre que nous produisons fait que il ne peut pas être concurrencé par le sucre français, le sucre de betterave. Le principal problème, ce sont les importations de sucre des pays tiers qui produisent du sucre de canne, notamment la Thaïlande ou le Vietnam, qui peuvent intervenir sur le marché français. C'est ça véritablement le problème, mais pas la concurrence ne vient pas directement du sucre de betterave, puisque le sucre de betterave... n'est pas que qualitativement, on voulait dire, on n'est pas du même niveau que le sucre de canne. Voilà, c'est pas le même produit sur ce type de marché. Donc, on a ce problème-là. Alors, évidemment, une agriculture doit être pensée principalement pour faire face aux obligations alimentaires de sa propre population. Donc, nous avons effectivement un certain nombre d'activités agricoles, de cultures qui peuvent être vivrières ou maraîchères, etc. Il y a un marché intérieur à gagner. Et c'est ce marché intérieur-là qui doit précisément intéresser les producteurs agricoles. Mais pour cela, il ne s'agit pas simplement de s'organiser en filière, il faut mettre en place des systèmes d'exploitation qui permettent de développer l'agriculture, les productions, toutes les productions agricoles destinées d'abord à la consommation et à la conquête du marché intérieur. Or, les aides précisément européennes et les aides de l'État sont attribuées principalement aux cultures d'exportation et pas suffisamment à l'agriculture, notamment cette agriculture. C'est le combat de l'UPG, de l'Union des producteurs de Guadeloupe. Mais c'est le combat de pratiquement aujourd'hui tous les producteurs agricoles, mais il y a des perspectives en la matière. Alors évidemment, il appartient aux collectivités de faire en sorte que ce marché intérieur
puisse être gagné par les producteurs. Et pour cela, une des dispositions qui serait intéressante, c'est de faire en sorte que tout ce qui est collectivité, la restauration scolaire, soit un marché dédié. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Oui. Bien sûr, la difficulté vient du fait de la réglementation européenne sur les questions de normes. Tout à fait. Mais ça, ce sont des problèmes auxquels nous pouvons faire face, non pas chaque agriculteur en tant que tel, mais en créant des groupements. Oui. Ces groupements, par exemple, des GIE qui pourraient, où les collectivités seraient partie prenante. Parce qu'il faut précisément de l'investissement public dans les équipements nécessaires à la production. À la production. Parce que souvent, j'entends, et ça remonte souvent, que les écoles, enfin les cantines scolaires disent que les produits guadeloupéens ne sont pas réguliers. C'est-à-dire que si on voulait, par exemple, je prends un exemple comme ça, une période fournie en igname, il n'y a peut-être pas suffisamment d'igname au moment voulu, pas suffisamment d'orange au moment voulu, pas suffisamment de citron, etc. etc. Alors, c'est ça l'une des caractéristiques de cette agriculture qui n'est pas suffisamment régulière dans sa production? Non, le problème, je pense que c'est un faux problème parce que on doit articuler le projet de développement agricole en tenant compte de la saisonnalité. Oui. OK. Oui. Quand ce n'est pas la saison des ignames, c'est peut-être la saison des patates. Oui. Quand ce n'est pas la saison des patates, c'est peut-être la saison des fruits à pain. Quand ce n'est pas la saison des oranges, c'est peut-être la saison des mangues, etc. Oui. Donc, le problème, c'est d'avoir en quantité et en qualité une production régulière et diversifiée qui permette justement de satisfaire les besoins du marché. Or, on ne peut pas vouloir manger des oranges toute l'année si l'orange est un produit qui est saisonnier. Oui, voilà. Donc, quand il n'y a pas d'orange, il y a forcément des pommes citères, il y a des bagues, il y a des malacas, etc. etc. Donc, c'est un peu cette organisation. Des fruits qu'on ne trouve pas dans les cantines scolaires. Absolument. Citères, malacas, même les mangues. Oui, absolument. Or, nos fruits, il y a des périodes, par exemple, où les goyaves et les mangues, mais se gaspillent et on retrouve en quantité. Donc, il faut évidemment gérer ce type de problème et ça, c'est une organisation à mettre en place et je crois que les agriculteurs guadeloupéens sont prêts. Mais ils sont conscients de cette problématique et prêts à s'y atteler. Tout à fait. De plus en plus, il y a des groupements qui se créent, il y a des organisations qui se mettent en place. On n'a qu'à voir, par exemple... le problème, c'est qu'en fait, c'est l'absence d'accompagnement. Comment peut-on expliquer dans un pays comme la Guadeloupe que les agriculteurs, ce sont eux qui sont responsables, qui gèrent les marchés? OK? C'est pas normal. Il y a de plus en plus dans les communes, on voit apparaître des marchés. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, etc. Ben, si on en est là, c'est bien parce qu'on a des agriculteurs qui sont dynamiques. Maintenant, les politiques publiques, c'est quoi? Ça devrait mettre en place les structures et l'accompagnement nécessaire. Alors, il faut rappeler que M. Salut s'est engagé sur un marché régional. Marché régional dont on parle depuis des années ici. Oui, qui est une nécessité. Qui est une nécessité. Au-delà du marché régional, il faut conforter les marchés qui existent également dans les communes. Oui, tout à fait. Donc, de faire en sorte que on puisse s'approvisionner régulièrement, qu'un certain nombre de servitudes puissent exister pour que les agriculteurs n'aient pas à supporter le poids des structures et le poids de la gestion de ce type de marché. Alors, pour être positif, je vais poser une question plus précise sur une structure que vous connaissez sûrement, c'est la SICAPAG. Est-ce que vous pouvez dire quels sont on va dire globalement, qu'est-ce qui a permis la percée de cette structure, de ce type de structure en Guadeloupe? Ce qui a permis la percée de cette structure, c'est d'abord la volonté des agriculteurs qui ont créé cette coopérative. Et je rappelle que cette coopérative a été créée avec une poignée d'agriculteurs, peut-être une dizaine au départ, maintenant ils sont plusieurs centaines. Ils ont une grosse capacité de production, de récolte.
ils distribuent sur l'ensemble du réseau. Ils ont fait des investissements importants sans aucune subvention, je le précise, sans aucune subvention depuis 10 ans de l'exécutif régional qui était en place, alors que je connais par exemple des personnes ou des entreprises agricoles qui ont reçu en 11 ans plus de 13 millions de subventions pour une seule personne. Donc c'est bien pour montrer que il y a des gens qui font, qui ne comptent pas nécessairement, mais c'est important puisque il faut aider ceux qui travaillent, ceux qui investissent, ceux qui produisent. Mais il ne faut pas aider une seule partie, il faut aider tout le monde quand il y a les moyens. Donc je crois que la SICAPAC est un exemple, mais il y a d'autres groupements qui vont se créer, qui vont se développer dans les différentes régions, de manière à ce que les agriculteurs puissent mettre en commun leurs efforts et faire en sorte que l'agriculture soit productive. Parce que notre gros problème aujourd'hui, c'est que c'est le cadre juridique international qui est défavorable. Je dis international. Les normes européennes. Les normes européennes. Oui. Puisque notre principale difficulté, c'est qu'en réalité, les produits que nous faisons ici sont des produits de qualité. Oui. Ceux qui arrivent à des coûts qui sont moindres. Oui. Donc, nous sommes sur un marché et compte tenu de la règle des échanges entre l'Europe et les pays ACP, enfin les accords de partenariat. Les accords de partenariat régionaux. Voilà. Donc, ces pays qui ont des productions qui sont similaires aux nôtres interviennent sur notre marché sans droit en franchise de douane. On prend le cas de la Dominique, par exemple, pour les agrumes. Alors que nous ne pouvons pas aller. Nous sommes réputés être un pays européen qui ne peut pas intervenir sur le marché. Tout à fait. OK? Donc, c'est ce problème-là. Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme pour faire du protectionnisme, mais il faut mettre en place des dispositifs qui permettent de protéger notre marché et de faire en sorte que nous puissions vendre dans notre propre territoire. Alors, est-ce à quoi, c'est l'avant-dernière question sur ce sujet, que les dispositions actuelles, les législatives actuelles permettent justement le développement ou la remise en question de ces questions, cette situation même, on va dire? Je pense qu'il y a toujours moyen de contourner ces difficultés. Il s'agit véritablement d'une question de volonté politique. Parce qu'on a des outils fiscaux qui peuvent être utilisés, notamment l'octroi de mer. Pourquoi ne pas en faire un outil, et ça c'est une réflexion à mener, un outil réel de développement de la production et non un moyen d'alimenter les caisses des communes qui sont tout le temps en déficit parce qu'il y a de la gabégie. Tout à fait. Alors, dernière question, Rosa Mounier, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui, mais de toute façon, on ne fait que commencer à aborder les questions économiques, le problème de la terre. On dit développement agricole, mais il faut aussi de la terre, et on sait que le potentiel réel du sol guadeloupéen est en train de se réduire progressivement au vu de l'urbanisation, des routes, etc. Et il y a une réflexion là-dessus? Il y a une réflexion à faire là-dessus, mais la question du foncier est un problème à part entière. Il sera difficile de le traiter en 2 ou 3 mots. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est vrai, il y a une poussée de l'urbanisation, mais il y a également des terres insuffisamment cultivées à inventorier, à récupérer. Par ailleurs, il y a le problème des terres qui sont contaminées par la chlordécone. Il faut en faire un inventaire et déterminer quel choix, quel type de spéculation développée sur ces terres-là et dans quelles conditions. Vous pensez à Marie-Galante, par exemple? À Marie-Galante, où il y a un potentiel foncier réel? À Marie-Galante, il y a un potentiel foncier, mais il y a toute une série d'autres problèmes qui méritent véritablement une analyse approfondie. On pourra en parler un jour de façon spécifique sur cette question du foncier. Mais cette question du foncier est une question qui est essentielle pour le développement de l'agriculture. Par ailleurs, je rappelle également que les collectivités sont en indivision propriétaires d'une part importante du foncier,
Donc il y a une action à mener à ce niveau-là pour que ce foncier-là puisse être utilisé à bon escient pour le développement de l'agriculture et particulièrement pour l'installation des agriculteurs, notamment les jeunes. Ouza-Mounien, merci d'être venu nous rafraîchir et nous éclairer sur toutes ces questions. C'est un plaisir effectivement partagé par nos téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane et de la France aussi, qui voient un peu qui entendent et qui voient ce que vous dites. Nous aurons de toute façon c'est un rendez-vous pratiquement mensuel que nous prenons. Donc dans une prochaine émission, nous parlons probablement de la question foncière et aussi des questions de développement économique, mais autrement que l'agriculture. Parce qu'on n'a même pas abordé la question de la banane quant au fond, mais je pense que cette émission ne fait que commencer, puisqu'on avait prévu au cours de l'année dernière de vous rencontrer régulièrement. Donc nous prenons mot pour dans quelques semaines, on va encore vous retrouver. Merci en tout cas d'être venu. Il est 13h, on prend une page de publicité, puis on se retrouve tout à l'heure pour développer le journal. Retour donc sur le ZCL de ce mardi 6 janvier. Bon appétit si vous êtes encore à table et je suppose que vous êtes en train de déjeuner, devant moi en tout cas. Et nous continuons. Notre amie Karine est arrivée et tout à l'heure on parlera avec elle. Bonjour Karine quand même. Bonjour. Bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. On parlera avec Karine du recrutement sur ça. C'est-à-dire avec... désormais avec un porte-à-partie. Elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Bien, pour l'instant, on revient au journal d'actualité, à l'actualité, et ce sont les policiers de Paris qui ont des problèmes d'effectifs, des problèmes de recrutement, des problèmes de moyens. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, les a rencontrés. C'est son reportage tout de suite que nous découvrons. GPX Outre-mer, c'est une association qui regroupe des fonctionnaires de police ultramarins, qui a été créée à la suite d'un long travail de collaboration entre différents policiers de différentes origines au niveau de l'outre-mer, qui rencontraient des difficultés au niveau de la problématique de la mutation. Alors à partir de là, il y a pas que la mutation, il y a 7 antennes à Paris, mais vous vous occupez également de la situation aussi aux Antilles. C'est ça. Alors, à l'origine, donc, comme je vous le disais, c'était un problème de mutation. Et comment dirais-je, ensuite, quand on a réussi à se regrouper et se mobiliser au sein de l'association GPX Outre-mer que j'ai créée en 2013, on s'est rapidement rendu compte que voilà, il fallait profiter de ces différents potentiels pour mettre en évidence certaines carences, certaines problématiques récurrentes sur l'outre-mer, telles que la violence, le manque de moyens, la criminalité en forte hausse et la réponse inadaptée de l'État par rapport à ces situations d'urgence. Quand vous dites inadapté? Quand je dis inadapté, c'est-à-dire qu'en 2014, on a eu un taux record d'homicides, notamment sur la Guadeloupe, 49 homicides sur la seule année en Guadeloupe, et le nombre de renforts a été approximativement d'une vingtaine de policiers. Donc insuffisant, oui, au regard de ce qui a été fait dans d'autres régions, sur notamment la Corse ou Marseille, vous avez eu beaucoup moins d'homicides. On a eu des renforts de plusieurs centaines d'effectifs à Lille ou dans le sud, Marseille notamment. On a vu partir en 2 ans approximativement 300 fonctionnaires. Donc voilà, c'est pas ce que nous demandons. On ne demande pas qu'il y ait une réciprocité, puisque le nombre d'habitants n'est pas tout à fait le même, mais qu'il y ait quand même une prise en compte réelle de la situation sur place et des moyens humains et matériels qui soient mis à la disposition des fonctionnaires de police pour protéger la population. Voilà, c'était donc Maurice Cessé en direct de Paris. On l'a vu, il est dans des studios parisiens. Et donc, les problèmes qui sont ceux des policiers parisiens, antillais parisiens, sont pratiquement les mêmes qu'on retrouve ici, puisque nous aurons probablement l'occasion, avec Patrice Abdallah, qui est le représentant des syndicats policiers ici, à faire le point sur les questions de vidéosurveillance
qui sont une aide probablement importante au système policier et de surveillance en Guadeloupe, mais qui ne sont pas suffisants. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Puisque nous sommes en début d'année, c'est le moment ou jamais de prendre des bonnes résolutions. L'équipe de Canal 10 s'est projetée dans les rues de la ville et a posé la question à ces Guadeloupéens en disant qui j'en pas voir l'année là, qu'est-ce qu'on a proposé, qu'est-ce qu'on a fait de bon pour l'année prochaine. Les bonnes résolutions, c'est tout de suite. Tout le monde, la santé, la paix et la tranquillité d'esprit pour tout le monde et une certaine joie de vivre. Voilà. Garder l'essentiel, la famille, toujours, quel que soit ce qui se passe, de toute manière, on sera toujours heureux en famille. Voilà. Bon, bonne résolution, qu'est-ce qu'on peut dire? Que tout le monde ait la santé, je sais pas. Je n'en ai pas. Aucune? Aucune. Et si vous en aviez une, ce serait quoi? Bah, d'être un peu plus heureuse. Alors, ne pas en avoir. Pourquoi? Parce qu'on ne les tient jamais. Jamais. Donc non, pas de résolution. On n'arrive jamais à s'y tenir. On veut faire plein de choses et finalement on fait rien, donc non. Rien. Je voulais bien avoir du temps pour les enfants parce qu'à mon âge, 72 ans, et je trouve que les gens maintenant, on ne sait pas à quelle heure le bon Dieu nous appelle, mais il faut aussi que je sois prêt de vivre ma foi et d'augmenter, le Seigneur augmente ma foi. Pour cette année, j'espère que la Guadeloupe va se porter mieux parce que vu en ce moment... Voilà donc ces bonnes résolutions prises, on sait bien que 80% de ces résolutions ne sont jamais appliquées puisque l'année prochaine on sera pratiquement au même point. Alors justement, parce que Karine Duménil est avec nous, on va vous poser la question. Karine, quelles sont vos résolutions vos bonnes résolutions pour 2016? J'ai pas pris de bonnes résolutions. Arrêtez pour 2016. Quand même. Mais non, vous avez pris quand même décidé d'être plus riche, plus dynamique. Non, parce que pour moi, la vie, c'est une continuité. Donc mes objectifs de vie sont les mêmes en 2016. Ils étaient quoi alors déjà en 2015 ou en 2014? Ben oui, atteindre mes projets professionnels, voilà, oui. Mes objectifs professionnels et mes objectifs personnels. Et donc, sur ce plan-là, ça va? Pour le moment, ça avance, lentement mais sûrement, mais ça avance. Bien, alors on va revenir tout de suite à la chronique de Karine. Karine qui va nous expliquer un peu comment, avec ce petit objet qui s'appelle un smartphone, on peut faire du recrutement. C'est à vous. Oui. Alors parmi vos bonnes résolutions, pour ceux qui en prennent, pas moi, oui. Il y a changer de travail. Changer de travail, par exemple. Qui se disent, je vais changer de job cette année, j'en peux plus de mon travail. Il va peut-être falloir que je commence à chercher. Le premier réflexe, enfin le mien en tout cas, c'est de prendre mon téléphone portable, mon smartphone et de me dire, je vais commencer à chercher sur des sites de recrutement. N'est-ce pas, Danick? Oui, bien sûr. Ça vous arrive? Oui, ça m'arrive justement en ce moment, particulièrement. Voilà. Donc, je vais mon regard. Après, il faut savoir que les techniques de recrutement sont toujours les mêmes. Elles sont assez... le monde du recrutement a pris beaucoup de temps avant de s'adapter à l'économie numérique. Et là, depuis 2015, ils ont tous décidé de... il y a un boom? Il y a un boom. Il y a un sacré boom. Surtout grâce à la génération X et Y. Oui, la vôtre. La vôtre. Moi, je suis de la génération X. X, et moi je suis de la génération quoi, Z. Senior. Plutôt A, génération A. Génération senior. Génération senior, oui, bien sûr. Donc voilà, alors vous savez pourquoi on dit génération Y? Allez-y. Le Y symbolise les écouteurs. D'accord. Voilà, donc c'est une génération qui... Avec des écouteurs. Avec des écouteurs qui n'écoutent pas forcément. Et la génération X alors? Je ne sais plus pour la génération X, mais je me suis souvenu de la génération Y. En fait, la génération X... La génération X, c'est pas ce à quoi on pense, non? Enfin, ce qui paraît, la génération X, c'est difficile à manager. Oui. Et la génération Y, encore plus difficile. Encore plus difficile? Parce qu'on a eu le choix, en fait. Une génération qui a eu le choix pour beaucoup de choses. Donc, comme trop de choix tue le choix. Donc, oui. Alors, on comment avec le portable, on peut faire du recrutement, de l'e-recrutement? Alors déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le mobile en France, je vais vous donner quelques chiffres. Donc il y a 30,4 millions de mobinautes en France. D'accord. Un mobinaute, c'est quelqu'un qui a au moins un mobile. Qui a un mobile et qui surfe grâce à son mobile. D'accord. D'où la contraction de mobile et internaute. Voilà. Donc il y a aussi 55% des Français qui sont mobinautes et 80% d'entre eux accèdent à Internet quasi quotidiennement. Voilà. Donc le trafic sur mobile se précise et sera multiplié par 11 d'ici 2018. Vous vous rendez compte? Alors, pour vous donner une idée, quand vous me dites 30%, la population française est d'environ 80 millions de personnes.
Donc, il faut compter près de 20 millions de mobinotes à peu près en France. Vous savez combien il y en a en Chine? Des milliards. Oui, d'accord. La Chine, c'est 2 milliards d'habitants, 1,5 milliard. Donc, il y a presque près de 2 milliards maintenant de mobinotes en Chine. Voilà, donc tout le monde a un portable pratiquement en Chine. Au moins un. Voilà, donc ça reste quand même, c'est-à-dire que demain, d'ici 2018, on aura plus de trafic Internet sur nos mobiles que sur nos ordinateurs. Tout simplement. Oui. Donc, quel est le profil de ces mobinotes? Donc, je parlais de génération X et de génération Y tout à l'heure. Donc, les mobinotes ont entre 15 et 25 ans. Et donc, c'est le profil idéal pour la recherche d'emploi, puisqu'on sait très bien que les jeunes subissent le chômage bien plus que... En Guadeloupe, 58% des moins de 25 ans sont en chômage. Hein. Exactement. Donc, l'association mobile et jeune est parfaitement trouvée pour les sites de recrutement et pour les agences de... comment on appelle ça? Alors, oui, l'agence de recrutement, mais alors comment ça se passe concrètement? Alors, comment ça se passe? Déjà, on a demandé aux entreprises françaises de s'adapter à cette cible. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des applications mobiles dédiées au recrutement. Donc, on a JobAir, par exemple, hein, qui, le concept, il est simple. Hein. Vous avez des recruteurs d'un côté qui déposent leurs annonces, les offres d'emploi de l'autre, et donc le demandeur d'emploi peut rentrer directement en contact avec le recruteur. Voilà. Donc, plus besoin... Alors, il y a envoi de CV, etc. Mais quand même, il y a des échanges directs possibles via les applications mobiles. Donc, la deuxième application la plus utilisée, c'est Qdose. Voilà. Qdose, hein? Qdose. Ça, c'est comment? C-U-D-O-Z? Avec un K. K-U-D-O-Z. K-U-D-O-Z, voilà. D'accord. Donc, Qdose, c'est une application française et qui fonctionne avec le site de réseau, le réseau social LinkedIn. Donc, ça veut dire qu'on passe au-delà ou en deçà du Pôle emploi? Oui. Plus besoin du Pôle emploi? Je dirais pas plus besoin du Pôle emploi. De moins en moins. C'est-à-dire que voilà, on peut là aujourd'hui... On peut s'en passer provisoirement, on va dire. On peut compléter. On peut compléter. Alors si je recherche une journaliste aujourd'hui, je peux avec Qdose... trouver le profil de la journaliste. Si elle a un profil LinkedIn, à ce moment-là, ça permet d'importer... On peut même importer le profil du candidat via l'application Qdose. Voilà. Donc si la journaliste en question a rempli son profil LinkedIn parfaitement, puisque c'est un mini-CV finalement, LinkedIn c'est un réseau professionnel, on met à jour ses dernières expériences, donc Danick, vous pouvez importer le profil de la candidate qui vous intéresse. J'y penserai. Oui, il faut. Je le dirai aussi à Harold. Harold? Oui. D'accord, Harold. Oui, Harold, il nous regarde. Donc voilà, c'est le même principe que pour JobAir, et donc le but c'est toujours de faciliter la rencontre entre le recruteur et le candidat. On dit plus le demandeur et non, c'est plus le recruteur, c'est ça. La terminologie a changé. Les deux sont c'est vrai que demandeur, ça fait celui qui demande, entre guillemets. Oui, ça fait qui demander. Voilà. Il ne faut pas y demander, il ne faut pas y qui demander, c'est son recruteur, d'accord. Voilà ce que c'est, donc voilà. Alors, on va faire aussi un focus sur les 30 entreprises qui ont réussi dans le recrutement mobile. Alors, je ne vais pas vous citer les 30, mais les 3 premières au moins. Orange. Oui, la première c'est Orange. Oui, je savais. La deuxième? Deuxième, Air France. Non. La Marine nationale. Ah, Marine française. Et la troisième, l'Armée de terre. Oui, tiens. Voilà. Donc comme quoi, contrairement à ce qu'on pense, l'État a fait beaucoup d'efforts sur le recrutement. En ce moment, ils ont besoin de beaucoup de soldats à Paris. Hein. C'est vrai que, vu le contexte international, vu que ça brûle un peu partout... L'armée française est un peu partout, elle est au Mali, elle est en Syrie, enfin elle est un peu partout, maintenant au Liban, etc. Exactement. Donc il manque des soldats. Il en manque, je pense. Hein. Donc après, on a des sociétés telles que... Air France n'est pas dans la liste des sociétés qui recrutent par Qcause? Non. Non, même pas. J'ai EDF. EDF, oui. EDF, la Société Générale, à la 5e place. Oui, la BNP Paribas. BNP Paribas, non. Carrefour à la 7e place. Oui. Le Crédit Agricole également à la 6e place. Donc oui, on a de gros groupes hein, quand même. Hein. Donc, et McDonald's aussi. La Poste également. Oui. Donc voilà, donc tout le monde essaye de faire des efforts. Les entreprises en tout cas se sont adaptées à la demande. Alors est-ce qu'on peut espérer, Karine, que ce type de recrutement, entre guillemets, débarque en Guadeloupe un jour? Oui, parce qu'on a déjà quand même des sites de recrutement en Guadeloupe. On a par exemple, je le cite, dememploi.com qui fait déjà un travail assez intéressant. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de migrer leur plateforme sur une application mobile et de faciliter les contacts avec les recruteurs. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, si on veut recruter des taxiteurs,
faire une application qui pourrait sensibiliser ces jeunes-là vers cet emploi. Sauf que il faudrait que les gens aussi soient connectés. Oui, mais de toute façon, entre 15 et 25 ans, on est surconnectés. Oui, c'est vrai. On est très, très connectés. Effectivement, là, avec une application mobile, on peut utiliser toutes sortes d'outils de séduction pour attirer le candidat vers son métier. Moi, chauffeur de taxi, je fais une vidéo d'une vingtaine de secondes d'un chauffeur dans son véhicule à la rencontre du client. Tout de suite, c'est attirant. Voilà, donc je m'organise pour que ça fasse envie. Et là, à ce moment-là, le jeune peut mieux se projeter dans l'emploi plutôt que de réfléchir, avoir une fiche de poste, voilà, au NICEP, ou alors le catalogue au NICEP qu'on nous remet à la... Alors, il faudrait trouver peut-être les statistiques de ce type de recrutement. Est-ce qu'ils sont efficaces, ces recruteurs? Est-ce qu'ils sont satisfaits des recrutés? Alors, il y a eu une étude en 2014 de Job Around Me qui précise que 40% des entreprises françaises sont passées au recrutement mobile en 2014 et que parmi elles, 26% permettent aux candidats de consulter les annonces et 14% permettent aux candidats de postuler aux annonces depuis le smartphone. Oui, c'est une vraie niche. Mais alors, ça veut dire qu'il y a une perspective pour la Guadeloupe, là, aujourd'hui. Oui. Alors, pour le moment, en métropole, les secteurs les plus matures... je ne sais pas de quel pays vous parlez. Pardon vous avez... On est en 2016, Danick. De la France. En France, d'accord. Non, mais je n'avais pas compris. Je connais, sur mes cartes de géographie, il n'y a pas de pays qui s'appelle métropole. La France hexagonale. Merci, je préfère. Voilà. Donc, le secteur le plus mature, c'est la fiscalité. D'accord. Tout ce qui est audit et fiscalité, donc pour 12%, les banques et les assurances, et suivi de l'hôtellerie et de la restauration. Donc en Guadeloupe, on peut effectivement viser les métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui foisonnent chez nous pour le recrutement, sachant qu'on recherche beaucoup de personnes dans ces domaines-là. Tout à fait. Donc ce serait l'occasion de donner un coup de peps à tous ces métiers-là. Mais on va y penser. Rappelez simplement le nom de cette appli qui permet le recrutement. Alors, il y a deux applis. Donc, la première s'appelle Job Air. Job Air. Alors, Job, J-O-B. Et Air à la fin. Air, oui, voilà. Job Air, Job recrutement. Voilà, Job recrutement. Et la deuxième s'appelle Kudoz, K-U-D-O-Z. D'accord. Qui sont sur Windows, sur Android et Apple Store. OS. Apple Store. Voilà. Bien, on l'a noté. Pas de LDB aujourd'hui? Si, je vais quand même faire une petite... incursion dans le LDB, oui. Voilà, rapidement. On est en début d'année, donc on reprend les formations doucement. Donc à partir du 11 et du 12 janvier, on a la gestion du temps. Donc vous pouvez encore vous inscrire. Les entretiens professionnels à partir du 13 janvier dans l'après-midi. Et puis la gestion, alors une nouvelle formation qui s'appelle la gestion des incivilités clients. Ça semble être très nécessaire en Guadeloupe, ça. Ah oui, ça va être intéressant. Les 18... Même du côté de l'aéroport aussi, peut-être il faudrait y penser. Chez les taxis de l'aéroport. Les incivilités, oui. Oui, c'est vrai, je confirme. Vous confirmez, d'accord, on se comprend. Je confirme. Et classiquement, initiation Word les 20 et 21 janvier. Et je précise aussi que le recrutement pour le titre professionnel chargé de recouvrement est toujours ouvert, puisque la rentrée prochaine est fixée à début février 2016. Donc vous pouvez encore appeler et envoyer un mail à recrutement au singulier. Pas de téléphone? Toujours pas de téléphone? Si, cette fois-ci? J'y viens. Je vais donner déjà le mail pour le recrutement. Donc recrutement au singulier @lboutremer.com. Voilà. Bien, Et le téléphone? Oui, allez-y. 05 90 810 325. Voilà, elle a tout dit aujourd'hui. Et on se rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez raté l'émission, vous pouvez retrouver sur zcl.tv. C'est le site de cette émission. Et vous pouvez voir donc ce qu'on vient de dire et surtout ce que vient de dire Karine, qu'on peut retrouver sur ce site. Et aussi en rediffusion, bien sûr, ce soir à partir de 0h et demain matin à partir de 6h. Sinon, c'est le zcl.tv. Dernier point. Qui n'a rien à voir, mais comme j'avais promis pour la nouvelle année, j'envoie le bonjour à Rudy et à l'équipe de l'établissement français du sang. Voilà, c'est fait, ils sont contents. Alors voilà, sinon on va conclure, terminer ce ZCL et par la partie information par cette augmentation du prix du quotidien France Entier. Vous savez que ce journal a subi quelques problèmes, a connu des difficultés financières sans
sans nombre et qu'il y a eu, il faut le dire, quelques licenciements qui sont en vue. Il y a des difficultés dans l'entreprise. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce journal a augmenté de 10 centimes son prix depuis le 1er janvier. Le reportage tout de suite de Harold qui était sur le terrain. Le franc senti, mais je ne peux pas dire par rapport à l'augmentation, je ne sais pas trop. Ça a augmenté? Oui. Et alors? Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que... Pas du tout. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Ça ne va pas vous permettre, ça va pas vous arrêter de lire? Ah non, pas du tout. Je continue à lire. Voilà. Tout est une question de coût, il faut payer les employés, donc oui, je comprends le coût, oui. Je peux comprendre, oui. Aucune opinion là-dessus. Je ne savais même pas le prix d'avant d'autrefois. Donc, si ça a augmenté, s'il faut l'acheter, vous l'achetez. 10 centimes. Ah bah, de toute façon, moi je suis pour la presse quotidienne. Ouais. Bon, tout augmente, donc je n'ai pas d'opinion et je l'achète occasionnellement. Voilà. Ça ne va pas changer ma vie. C'est vrai. Bonne journée. Voilà, mais c'était donc ce rapide micro-trottoir sur l'augmentation du prix du journal Le Franc Senti. Il est pratiquement 13h26. On va se quitter, se retrouver demain. Demain, c'est le mercredi 7. Ce sera bien sûr avec notre chronique culturelle avec Martine. Et on aura aussi l'occasion, ce sera jeudi, de revenir sur ces questions de médiation. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être avec nous jusqu'à 13h27 pratiquement. On remercie aussi Karine d'être fidèle au poste chaque mardi, sa chronique Innovation. Et puis on vous dit à demain. Bon appétit si vous êtes encore à table et prenez bon le dessert. Voilà, on se quitte. À demain à la même heure sur le ZCL. Il finit, il boot, il fait.